Quelqu'un qui détient du Bitcoin et qui veut aider son enfant, qui veut acheter un bien immobilier par exemple ou monter une boîte, eh ben, il a plutôt intérêt à lui donner le Bitcoin. Donc faire pour cela un acte notarié, donc c'est un acte de donation en pleine propriété de Bitcoin. Et donc c'est l'enfant qui reçoit le Bitcoin, qui fait l'exit. Le calcul de la plus-value se fera sur la valeur à laquelle l'actif lui a été donné, avec le prix de sortie, et donc il aura effacé une plus-value importante, parce que sans doute que le donateur, lui, avait acquis le Bitcoin à une valeur inférieure. Et s'il avait voulu faire lui l'exit, il aurait eu la flat tax. Bitcoin, on l'a tout de suite vu comme un tiers de confiance, sur lequel on a des pouvoirs peut-être s'appuyer, on ne savait pas trop comment encore, pour s'assurer que la source du document était originelle. On a retrouvé un ledger, mais on n'a pas la seed phrase. Donc, et on a même la clé publique. Donc, tu as la clé publique qui te permet de connaître le contenu de l'actif, mais si tu n'es pas capable derrière d'avoir la clé privée pour pouvoir le transférer, tu es titulaire d'un actif sans pouvoir le dépenser. Alors, on a souvent l'idée que Bitcoin, c'est réservé aux geeks mâles de 35 ans. J'ai croisé des détenteurs de Bitcoin qui avaient 75 ans, qu'on avait acheté il y a quelques années sur les conseils, les bons conseils du coup, de leur petit-fils ou fils, et qui aujourd'hui avaient fait x10 sur le montant des actifs. C'est parti. Bonjour Gwendal. Bonjour Elodie. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, il fait beau, super. Super. Après la tempête, le beau temps. Ouais, c'est ça, après la tempête. Bon, en tout cas, moi, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le plateau d'Effet 21 parce que ça me tenait vraiment à cœur d'aborder toutes les questions autour de Bitcoin et du notariat. Parce que souvent, même au sein de la communauté des Bitcoiners, on se pose pas mal de questions sur le sujet. Sur le sujet. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Un grand plaisir. Et je vais essayer qu'on aborde beaucoup de sujets, parce qu'en effet, c'est des sujets assez nombreux, assez transversaux. Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces interrogations. Ça marche. Il y a une tradition dans l'émission, c'est que l'invité nous raconte comment il rentre en contact, en fait, on va dire, de cet objet curieux qui est Bitcoin. Donc, explique-nous comment un notaire entend parler de Bitcoin et puis comment il décide on va dire, d'approfondir le sujet. La première fois que j'ai dû entendre parler de Bitcoin, ça devait être en 2012, un article du Monde qui disait que les notaires allaient être remplacés par une nouvelle technologie, la blockchain Bitcoin. Cette notion de tiers de confiance. Alors moi, j'étais jeune notaire à l'époque, je venais de m'installer, ou presque. À peine installé, on me disait déjà que j'allais disparaître. C'était pas rassurant, donc c'était plutôt une approche, plutôt négative du coup. Mais voilà, ça s'en est resté là. J'ai pas digué le sujet plus que ça. Et après, la seconde approche, c'était en 2018, à une époque où donc j'étais évidemment notaire, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis notaire, et donc j'ai eu des fonctions à responsabilité dans la profession de notaire, parce que j'étais président de la chambre des notaires en Ille-et-Vilaine, et on a à cette époque-là un groupe de notaires a lancé un fonds de dotation technologique qui avait pour mission d'émanciper les notaires aux nouvelles technologies IA et blockchain. Et c'est au cours de ces différentes rencontres, on se réunissait tous les mois, une demi-journée, qu'on a rencontré Christophe Carminati, qui est un bitcoiner de la première heure, qui nous a raconté les fermes de minage, toute la mécanique en fait. Et on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est sur la partie technologique en fait de l'approche technique blockchain en fait que je suis revenu en contact avec Bitcoin. Donc une approche beaucoup plus sympathique que la première fois. Que j'ai conservé depuis, puisque c'est le Bitcoin aujourd'hui, pas mon quotidien, mais en tout cas je rencontre très régulièrement dans mon activité de notaire. Super, c'est que on va dire c'est un parcours à la fois classique et singulier, parce que souvent Bitcoin, quand on le rencontre, la première rencontre, souvent elle se passe pas très bien. Souvent la première rencontre, il y a Daniel Villa-Montero qui dit souvent c'est comme la première fois que tu bois du café, ça a pas bon goût. Donc la première rencontre avec Bitcoin, souvent elle est pas bien, et puis au fur et à mesure on commence à comprendre que c'est pas une tendance de disparition, mais c'est plutôt une adaptation en fait à sa propre branche de métier souvent. Et c'est vrai que rétrospectivement, je me dis, j'aurais dû creuser un peu plus à l'époque. T'imagines, en 2012,
de s'intéresser de plus près à cette technologie, qui, on le voit aujourd'hui, est en train de changer beaucoup de choses dans plein d'écosystèmes. Alors, je sais pas ce que ça aurait permis de plus, hein. Je sais pas si j'aurais acheté du Bitcoin à l'époque plus qu'aujourd'hui, mais parce qu'il y a entre 2012 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi sur Oui. l'approche, l'intégration de Bitcoin dans tous ces écosystèmes. Mais voilà, c'est juste une réflexion. Je dis, tiens, je passais pas très loin en 2012. Ouais, ça fait cet effet-là aussi à beaucoup de personnes. Du coup, tu as évoqué le fait que au niveau de, on va dire de ton activité, il y avait une réflexion à intégrer la partie technologique, donc intelligence artificielle et blockchain. Et puis j'ai vu souvent dans un de tes écrits où tu disais que ta pratique, c'est une fusion entre la tradition juridique et l'innovation technologique. Pour toi, comment on va dire les deux peuvent vivre en harmonie? Alors, en fait, le métier de notaire, c'est un métier très ancien en fait en droit français. Les premiers offices de notaire, c'est la royauté. Donc, tu as des offices à Paris ou même à Rennes, c'est 1600 et quelques. Donc, très ancien. Le support, c'est l'écrit. Donc, à une période où les gens ne lisaient pas ou ne savaient pas écrire, le notaire était le sachant et c'est lui qui faisait les contrats et les lisait aux héritiers, aux vendeurs, aux acheteurs et conservait ensuite le document original, ce qu'on appelle la minute. L'évolution technologique fait apparaître dans les années 90 les ordinateurs grand public. Donc on quitte les machines à écrire dans le notariat pour adopter les ordinateurs où on écrit sur DOS. Après on a Windows. On bascule vers le tout numérique. Alors en 2012, c'est les premières signatures d'actes authentiques électroniques. Donc en fait, plus de support papier, tout le support est digital. Et puis, Covid faisant, il y a une grosse accélération des signatures à distance, où en fait aujourd'hui on peut signer, toi tu achètes un bien avec ton notaire dans une ville et le vendeur dans une autre ville avec son notaire, et tout ça se fait en électronique. Donc il y a eu une forte accélération en fait du, du digital dans le monde du notariat, qui a changé en fait beaucoup de façon de faire, mais pas tant que ça. En fait, la signature, elle est numérique, il n'y a pas de problème, mais c'est tout l'amont qui reste parfois encore pas numérique. Mais de plus en plus quand même. Donc, ce qui a nécessité l'adaptation de façon de faire. Et un des sujets qu'on a abordé avec ce groupe de travail, ce fonds de notation technologique NotIT, c'est que la vingtaine de notaires qui se réunissaient, donc nous sommes rendus compte assez vite que nous allions avoir de plus en plus de mal à exercer notre fonction de notaire en faisant la différence du vrai du faux dans le numérique. Et par exemple, les clients nous adressent des documents numériques, des PDF, parfois il est difficile de faire la différence d'un PDF original ou d'un PDF modifié, et il y a des éléments d'information qui parfois dans ces PDF sont hyper importants, sur lesquels nous notaires nous basons pour établir des titres de propriété par exemple. Donc dans un monde tout numérique, il va falloir savoir faire la différence du vrai du faux. Et donc c'est un petit peu à cette origine-là qu'on a commencé à s'intéresser justement aux technologies qui allaient pouvoir nous aider à faire cette différence. Et au cours de ces différentes rencontres, on a vu, c'est 2018-2019, donc la blockchain, on l'a tout de suite vu. Alors la blockchain Bitcoin, on l'a tout de suite vu comme un tiers de confiance sur lequel on allait pouvoir peut-être s'appuyer, on ne savait pas trop comment encore, pour s'assurer que la source du document était originelle. Un ancrage, par exemple, Ouais. sur la blockchain. Puis après, en 2022, tu as ChatGPT qui arrive et on voit que ça va vraiment bouleverser les choses. Et toutes les semaines ou tous les jours, tu te souviens, 2022, 2023 et 2024, tu avais une nouveauté qui arrivait dans l'IA, qui rendait obsolète ce qui avait été fait la veille, Ouais. avec une compétition entre ces différents acteurs, et on se rendait compte que on a vu apparaître des deepfakes, des choses hyper bien faites qui pouvaient usurper l'identité de quelqu'un, et nous tout de suite on a vu en transposant à nos métiers que on pouvait avoir un risque métier professionnel à se faire abuser par des technologies nouvelles qui viendraient en fait, je sais pas, capter une valeur
remplacer un signataire. Bon, bref, plein de problèmes qui apparaissaient avec ces nouvelles technologies. Mais aussi plein de solutions qui devaient être trouvées grâce à ces nouvelles technologies. Bref, on a beaucoup travaillé ces sujets-là, et c'est dans ce cadre-là que Bitcoin, seul blockchain, on va dire autonome, sans personne derrière, un vrai tiers de confiance, sans possibilité pour quelqu'un d'autre de pouvoir réécrire le bloc qui a été recréé. Voilà, on a vu dans cette façon dans cette nouvelle technologie, peut-être une solution aux problématiques qu'on pouvait nous aujourd'hui rencontrer. Donc au final, ça a été là où, on va dire au début, avec tous ces articles qu'il y a eu c'est la fin des notaires avec Bitcoin, etc., c'est plutôt un allié dans ce monde, on va dire, tout IA, où on a besoin justement on va dire, de vérité et de savoir authentifier les choses. Ouais, on est un certain nombre à penser que la nouvelle technologie n'est pas ce qu'on décrivait tout à l'heure comme une technologie qui va remplacer, mais une technologie sur laquelle on doit s'appuyer pour élever notre niveau de soit de compétence, soit de capacité, soit d'action. On devrait pouvoir un peu avoir le même discours avec l'IA. Celui tout professionnel qui utilise l'IA, d'une certaine façon aussi, parce qu'on pourra pouvoir parler aussi des sujets de souveraineté, mais il a une différence d'efficacité, de rapidité, de productivité avec un autre professionnel qui n'utilise pas l'IA. On doit aujourd'hui s'adapter à ces nouvelles technologies, on doit les appréhender. Alors, une des grosses difficultés, c'est que c'est pas dans notre cœur de métier. Pour être notaire, c'est 7 ans d'études, mais uniquement de droit. On n'a pas d'autres dans notre cursus eu à gérer du management, par exemple, ou des technologies, même de l'informatique. Ça n'a même pas été... Alors, je suis un vieux notaire maintenant, j'ai 53 ans. Aujourd'hui, les jeunes notaires qui se forment et qui sont en train d'obtenir le diplôme de notaire ont un plus, évidemment, de formation sur ces sujets-là que nous. À mon sens, pas forcément suffisamment, parce que le sujet technologique est vraiment un sujet hyper important. Il le sera de plus en plus dans tous les métiers, et on parle même de certains métiers qui vont fortement évoluer, voire certains peut-être même disparaître à cause de l'évolution de ces technologies. Alors, on pense peut-être plus à l'IA, mais je pense que la blockchain est un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer, par exemple, pour automatiser certaines choses. On le voit dans la DeFi, où il y a toute la partie financière automatisée, smart contract. Alors, on a quitté Bitcoin, là, même si on va faire bientôt, a priori, des smart contracts sur Bitcoin aussi. Bitcoin aussi. Mais voilà, c'est des nouveaux champs dont on doit tenir compte pour être toujours en phase avec un métier qui ne cesse d'évoluer, avec plein de métiers qui ne cessent d'évoluer. Et du coup, parce que là, il y a l'aspect utilisation dans la pratique, donc c'est-à-dire intégrer la blockchain dans la pratique notariale, donc comme tu disais, pour automatiser, authentifier et puis valider aussi en quelque sorte. Mais il y a aussi, on va dire, avec tous ces actifs numériques, de comment on les traite en fait comme objet, par exemple, de succession ou comme actif. En fait, comment ça rentre, par exemple, dans un patrimoine. Ça aussi, c'est un gros challenge aussi pour les notaires. Exactement, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé pour l'instant de la partie techno, et le gros sujet en ce moment, c'est en effet, c'est pas la partie techno, c'est plutôt la partie valeur, asset de valeur, et avec un Bitcoin qui a dépassé les 125, 126 000 euros, c'est devenu un vrai sujet. Il y a 2 ans, c'était 70 de mémoire, donc ça commençait aussi à être un sujet, mais plus on va avoir un Bitcoin qui atteindra une valorisation importante, plus ça, potentiellement, ce sera un vrai sujet de patrimonial. Et on le comprend bien, parce qu'un Bitcoin à 10 000, ça commence à être un sujet, mais un Bitcoin à 100 000, c'en est un autre. Un Bitcoin, imagine demain un Bitcoin à 500 000 ou à 1 million, ça peut changer la vie de certaines personnes en termes de possession, mais pas que, en termes de sécurité aussi. Alors, sécurité juridique, sécurité technique, et puis sécurité par rapport aux problématiques qu'on a pu voir il y a quelques temps de cibles, d'attaques ou de tentatives d'escroquerie. Voilà, plus l'actif augmentera, plus en fait on entourera autour de lui d'intérêt. Et aujourd'hui, en fait, on voit en effet des personnes qui détiennent des actifs numériques, du Bitcoin, qui commencent à vouloir le traiter comme un vrai sujet, comme un autre actif du patrimoine, puisque un actif numérique suit les mêmes règles que tout autre actif immobilier ou financier.
C'est-à-dire que quand tu décèdes, par exemple, il fait partie intégrante de ton patrimoine, sur lequel tes héritiers pourront récupérer ces actifs-là, mais également sur lequel s'appliquera une fiscalité de droit de succession égale aux autres actifs de ton patrimoine immobilier ou financier. Donc les actifs numériques et Bitcoin, en fait, d'un point de vue civil, d'un point de vue du droit, est de la même façon qu'un autre actif, et d'un point de vue fiscal, également fiscalisé de la même façon. Donc, on va dire vraiment depuis 3 ans, on commence à avoir des questions, mais depuis 1 an, on a vraiment des actions. Donc, les gens font. Avant, ils en parlaient, ils s'interrogeaient. Maintenant, ils agissent. Mais l'actif numérique n'est pas un actif comme les autres. Tu le sais bien, c'est un actif évidemment particulier. Ton actif financier, c'est un tiers qui le gère la plupart du temps, donc 99% du temps. Donc ce sont les banques ou les néobanques. Le patrimoine immobilier, il y a un registre, c'est le registre de la publicité foncière, qui est géré par une administration et dont l'intermédiaire c'est le notaire. Donc c'est le notaire qui a amené à interroger ces registres-là pour s'assurer de la propriété que tu as de tel ou tel bien. Mais l'actif numérique, il n'y a pas de centralisation. Alors, c'est inscrit sur une blockchain, la Bitcoin est sur la blockchain Bitcoin, l'actif, mais pour lier ton identité à la propriété de l'actif, il n'y a pas de registre. Il n'y a pas encore de registre. La réglementation européenne est en train de vouloir mettre en place quelque chose, Mika, avec le Travel Rule, pour recartographier en fait des adresses de wallet avec l'identité de ce détenteur du wallet, mais il n'y a pas de lien en fait aujourd'hui nativement en tout cas entre une identité de personne. Donc c'est déjà en ça la première difficulté qu'on est amené, c'est-à-dire que quand une personne décède aujourd'hui et que tu as les héritiers qui te disent il avait des bitcoins mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment, là il y a déjà un problème. Donc on est déjà sur une problématique de recensement des actifs et d'identification des actifs. Donc ça c'est un premier point. Une fois qu'on a, donc on rentre dans le cœur, je pense. Oui, allons-y. donc en fait, une personne qui décède et dont les héritiers savent, mais n'ont pas eu d'instruction particulière, n'ont pas eu d'informations transmises du vivant du parent par exemple, et ils savent juste qu'il a du Bitcoin. Il va falloir savoir comment il détenait ce Bitcoin, soit il était en self-custody, soit il était en custody. Donc s'il était en custody, il faut trouver la plateforme qui détient pour son compte le Bitcoin. Donc des plateformes, si on n'a pas d'indice là-dessus, ça va être compliqué parce qu'elles sont nombreuses, tu as plus de 2000 plateformes dans le monde. Alors tu as celles qui sont Mika, celles qui sont pas Mika. Il y en a beaucoup. Alors quand on a trouvé par une façon ou d'une autre, par exemple, on peut essayer alors c'est une enquête de police du coup qui se met en place pour essayer de retracer sur des virements qui ont pu être faits, sur quelle plateforme ça a atterri. Donc, par chance, on retrouve le nom de la plateforme, sauf que la plupart des plateformes sont étrangères, n'ont pas de service client, c'est un bot ou c'est un chat pour échanger avec eux. Donc c'est une galère pas possible pour reconstituer, pour s'assurer de l'existence de l'actif. Et si on n'a pas le login ou mot de passe pour accéder donc à l'espace du détenteur de crypto sur la plateforme, on ne sait pas quelle est l'importance de l'actif qu'il y a sur les comptes. Donc on peut se dire, tiens, on va initier des démarches avec des spécialistes, des traceurs, des enquêteurs du web pour essayer de reconstituer, mais on ne va pas le faire s'il y a au final rien sur le compte. On a pu aller sur ce compte-là, mais ensuite transférer sur une autre plateforme. Voilà. Donc c'est souvent bloquant, rien qu'à ce niveau-là, si on n'a pas d'informations même sur une plateforme. Parce qu'on pourrait se dire sur une plateforme, c'est peut-être plus simple en cas de succession, mais je t'assure que non. C'est pas beaucoup plus simple. Et alors, celui qui est en self-custody, alors peut-être qu'il est plus en phase avec ces sujets de sécurité, ces sujets de transfert d'informations, parce qu'il est sur un sujet de souveraineté, du coup. Donc, je pense qu'il y a peut-être plus de sensibilité à ce niveau-là, mais dans cette situation-là, pour pouvoir recomposer le patrimoine du défunt et définir l'importance de ces actifs numériques, il faut avoir accès donc à son wallet, donc avec des instructions qu'il a pu donner,
à ses héritiers, ou on va dire d'une certaine façon. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle en fait sur la façon dont on doit transférer ces informations-là. L'important, c'est qu'ils arrivent aux bonnes personnes au bon moment. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est pouvoir préparer le bon transfert de ces informations-là, de sa seed phrase, de sa clé privée, à la bonne personne, donc de confiance, au bon moment, c'est-à-dire quand on est mort. Et c'est la grosse difficulté de cet actif numérique c'est devenu Bitcoin. J'imagine que ça doit être un casse-tête. Moi, il y a une question qui me vient en tête, c'est que aujourd'hui, ce qui représente la propriété des bitcoins, c'est les fameux 12 mots, ou en tout cas la détention de la clé privée. Mais est-ce que c'est pas une présomption en fait de propriété? Parce que bah, on suppose que quelqu'un qui a la clé privée en est le propriétaire, mais rien ne nous dit que la personne bah, n'a pas dérobé en fait ces 12 mots à quelqu'un. Donc quelqu'un qui rentre dans un office notarial en disant bah, j'ai du Bitcoin, la preuve j'ai les 12 mots du wallet, comment le notaire en fait peut s'assurer que c'est vraiment lui le propriétaire en fait de ces Bitcoins? Alors, la notion d'actif numérique, avec ce droit un peu bizarre de transfert, en fait, si tu détiens tes clés, bah, tu es le seul à pouvoir transférer ta clé privée, c'est le seul à pouvoir transférer l'actif sur ton wallet. Alors évidemment, tout ça, c'était pas prévu dans le Code civil de 1804 de Napoléon, hein, évidemment, mais c'est pas encore cette notion de propriété, tu vois, elle n'est pas définie. On est plusieurs à penser que justement l'actif numérique, Bitcoin, et plus généralement Web3, amène une nouvelle dimension au droit. C'est ce que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un article juridique là, dans ce sens-là, dans la Gazette du Palais, là, qui est paru il y a un mois, et qui dit ceci. En fait, pour justifier la propriété d'un bien immobilier, tu as le registre de la publicité foncière, qui est le registre qui certifie que tu es propriétaire de telle parcelle cadastrale, section, numéro, etc. Donc ça, tu as une règle. Tu as une autre règle pour tout ce qui est mobilier. Et il y a un article du Code civil qui dit en fait de meubles, possession vos titres. Donc c'est une règle présume, c'est une présomption, que quand je détiens cette bouteille d'eau en ma main, je suis présumé être propriétaire de cette bouteille d'eau. D'accord ? Après, tu as d'autres preuves, ça va être la facture. Donc la facture à ton nom te présume être le propriétaire de cette bouteille d'eau, de ce bien mobilier. Mais dans l'actif numérique, c'est pas parce que tu achètes un actif numérique, un Satoshi, que tu en es nécessairement propriétaire au moment où tu revendiques la propriété. Parce que tu n'as plus, tu peux avoir ta facture, si tu achètes sur Bitpanda un Satoshi, tu as ta facture d'achat, mais tu peux avoir encore du Satoshi sur ton wallet, mais le lien entre les deux, ben, il faut aller sur sur le bloc de chaîne, pour pouvoir suivre éventuellement tous les flux rentrants, les flux sortants. Donc là, tu vois bien que ça commence à devenir compliqué pour quelqu'un qui serait notaire, tu vois. Il faut avoir vraiment des connaissances techniques pour pouvoir lire et suivre ce bloc. Et donc, en fait, c'est pas parce que tu viens avec un ledger que tu dis être propriétaire. Si t'as pas le code PIN pour transférer, tu pourras pas. Mais en plus, si t'as pas la seed, en effet, tu pourras pas transférer cet actif. En fait, il y a une notion qui apparaît en droit. Alors, c'est celle qu'on est plusieurs, comme je disais, à vouloir mettre en avant, c'est que en fait d'actif numérique, la preuve de propriété, ce serait la preuve de la capacité à transférer l'actif. Donc, une nouvelle notion qui n'existe pas. Alors, tu as donné l'exemple tout à l'heure de dire bah, la seed phrase, tu peux l'avoir volée, mais on peut te l'avoir donnée. Oui. Donc, bah, après, ça, c'est une question de preuve. Est-ce que tu l'as volée? Est-ce que. Voilà. Si tu as volé une seed phrase, bah, c'est que tu as un cyber-hacker qui a identifié sur un ordinateur les 12 mots que quelqu'un avait laissés malencontreusement sur un ordinateur. Mais il va falloir aussi... alors, je pense que celui qui va voler, il va pas garder la seed phrase, il va transférer l'actif sur un wallet, déjà, je pense. C'est vrai. Mais on a ce problème, en effet, de définition de propriété qui n'est pas aujourd'hui établie, mais qui, par son originalité, fait que bah, c'est peut-être une nouvelle notion qui doit définir la propriété de l'actif numérique et par la capacité à le transférer, puisque une fois qu'on l'a transféré, bah, il ne nous appartient plus.
Ouais, c'est une nouvelle dimension. Bah, c'est la troisième dimension, hein, c'est le Web 3. C'est peut-être ça qui est nouveau et à définir. Voilà, il y aura des discussions, hein, à l'avenir. Il y aura sans doute des textes juridiques, hein, qui viendront être écrits pour définir cette notion-là. Assurément, il y aura du travail législatif, qu'on aura des acteurs qui comprendront l'enjeu, sans doute. Et en tout cas, oui, il y aura du juridique, peut-être même de la jurisprudence avant, qui viendra définir justement ce droit de propriété. Alors, on commence à avoir des décisions judiciaires justement sur la preuve de propriété. Le tribunal judiciaire de Lyon, je crois, qui a rendu une décision l'autre fois. Donc là, on est sur l'idée déjà que l'inscription sur une blockchain est une preuve de propriété. Donc c'est une première étape dans la reconnaissance dans la blockchain Bitcoin d'une preuve de propriété. Donc après, ça va être comment tu détiens la preuve de propriété de la fraction de Bitcoin que tu détiens sur ton wallet. Donc on va rentrer dans le détail, mais oui, ça va être vraiment des sujets qui vont être hyper importants là. Donc effectivement, moi de ce que je comprends, c'est que Bitcoin, même les actifs numériques de façon générale, viennent bousculer la notion de propriété elle-même. Donc elle doit être redéfinie d'un point de vue juridique pour qu'on puisse l'exercer. Exactement, parce que on ne peut pas raisonner par analogie, c'est pas un bien immobilier, c'est un registre certes, c'est la blockchain, le registre, sauf que tu n'as pas de lien entre le token et l'identité, donc tu n'as pas un registre lisible et spontané, et c'est pas la facturation qui en est la preuve, et c'est pas parce que tu as un wallet que tu en es vraiment propriétaire, parce que si tu peux pas le transférer, parce que on le voit, on a même un sujet par exemple de succession où on sait qu'on est des actifs, on a retrouvé un ledger, mais on n'a pas la seed-phrase. Donc, et on a même la clé publique. Donc, tu as la clé publique qui te permet de connaître le contenu de l'actif, mais si tu n'es pas capable derrière d'avoir la clé privée pour pouvoir le transférer, bah, tu es titulaire d'un actif sans pouvoir le dépenser. Donc, alors un sujet par exemple pour les impôts, est-ce que tu dois déclarer cet actif dans ta déclaration de succession? Si on sait que c'est un actif qui doit dépendre de la succession, mais que tu ne peux pas transférer. Et au final, est-ce que tu es vraiment propriétaire de cet actif-là si tu ne peux pas le transférer? C'est le transfert qui est un peu la preuve de ta détention. Effectivement, ça c'est un cas qui doit être bien compliqué de se dire, effectivement, on sait que, on va dire par exemple, la personne qui décède avait bien du Bitcoin, on a la preuve en fait qu'elle en avait parce que il y a la ledger, il y a la clé publique, ça rentre donc dans la succession, mais on va dire l'héritier ne peut pas dépenser, ne peut pas la bouger, donc est-ce que ça rentre en fait vraiment dans la succession en fait à ce niveau-là du coup? Est-ce qu'il doit payer des droits de succession Voilà, sur un actif qu'il va pas pouvoir en fait conserver? Là, j'imagine bien en fait nos régulateurs s'arracher les cheveux sur ce genre de questions. Mais voilà, c'est des nouveaux sujets qu'on va être amené, ou qu'on est déjà amené à traiter. Et du coup, là, prenons l'exemple en fait d'un bitcoiner qui nous regarde. Quelles sont les raisons? Je pense qu'il y en a d'autres, hein, il y en a certaines qu'on a déjà commencé à toucher. Quelles sont les raisons pour lesquelles un bitcoiner qui commence à avoir un bon patrimoine en bitcoin doit se rendre en fait chez un notaire pour anticiper les choses? En fait, à partir du moment où on détient du Bitcoin de manière suffisante ou d'une manière suffisamment importante qu'on considère que c'est important, comme pour tout autre actif, il faut envisager, mettre en place un plan pour sécuriser son bon transfert au moment où on décédera. Parce que justement, si on a du Bitcoin, on sait que c'est un actif particulier, justement qu'il y a un risque de perte de cet actif si on perd ses clés. Et si du coup on ne gère pas l'aspect transfert des clés aux héritiers ou à ceux qu'on veut voir récupérer cet actif, eh ben, ils vont perdre l'asset. Donc c'est un sujet à traiter. Donc il faut envisager un plan justement pour gérer cet aspect-là. Et les notaires commencent à travailler ces sujets-là, parce que c'est tout nouveau. Hein. La plupart des notaires qui aujourd'hui sont en exercice n'ont jamais subi de formation sur ces sujets-là, sur ces nouvelles propriétés, tout cet environnement-là, c'est tout nouveau en fait. Donc il y a plein de formations qui sont actuellement mises en place par les instances professionnelles pour permettre aux notaires d'acquérir des nouvelles compétences sur ces sujets-là et pour répondre au mieux aux problématiques de leurs clients. C'est pas qu'un petit problème.
Bitcoin, je sais pas, mais il y a 10% ou 12% selon les sondages de la DAN de personnes en France qui détiennent des crypto-monnaies. Dans ces 12%, tu en as beaucoup qui sont bitcoiners. Oui. Donc c'est énorme. Alors après, tout dépend évidemment de l'importance justement du nombre de bitcoins ou de satoshi que tu détiens. Mais à partir de 10 000, de 50 000, 100 000, c'est des vrais sujets. Parce que si rien n'est prévu, si rien n'est organisé, bah, l'actif, il a des chances d'être perdu. Donc, moi, le conseil qu'on peut être amené à donner, c'est qu'à partir du moment où on considère d'avoir du Bitcoin de manière suffisamment importante, il faut mettre en place un plan pour gérer le transfert de cet actif. Alors, il y a plein de solutions, il y a plein de techniques, il n'y a pas une solution parfaite. S'il y en avait une, on le saurait et tout le monde l'utiliserait, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite. C'est des solutions qui sont à mettre, c'est du sur-mesure en fait, en fonction de la situation particulière de la personne qui détient du Bitcoin, sa configuration familiale, l'importance de l'actif. Il y a des choses à adapter en fonction de ces situations-là, parce que on imagine bien que quand on rencontre des Bitcoiners qui sont en couple, par exemple, c'est assez rare qu'il y a deux Bitcoiners dans le couple. Il y a plutôt un Bitcoiner et puis l'autre, il sait pas, il sait ce que c'est, mais voilà, ça l'intéresse pas plus que ça. Et quand on a des enfants, on décède, c'est les enfants qui héritent de tout votre patrimoine. Donc, est-ce que le Bitcoin qu'on laisse en droit héréditaire à un enfant est adapté? Alors, est-ce qu'il est mineur déjà? Enfin, il y a plein de problématiques qui rentrent en ligne de compte qui fait que il y a des mesures particulières à prendre pour chaque situation. Et c'est le notaire qui va être à même de pouvoir faire des préconisations de ce type-là, actifs numériques, mais plus généralement tout le patrimoine, parce que alors, tu peux avoir que des actifs numériques, mais tu as souvent d'autres actifs, que ce soit des biens immobiliers ou des biens financiers. Et c'est globalement que ça s'analyse, et après particulièrement pour trouver des solutions adaptées à chacun. Donc effectivement, vu la nature de l'actif, parce que quand c'est des biens immobiliers ou des actions, on va dire, on peut les retrouver plus facilement. Mais dans le cadre des actifs numériques, effectivement, il y a beaucoup d'anticipation à mettre en place. Je sais qu'il y a aussi les possibilités de commencer à faire des dons en fait du vivant. Donc j'avais pu interroger Pauline Manaldi qui m'avait raconté une donation comme ça sur Bitcoin Core directement. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut anticiper avec le notaire pour commencer en fait à même transférer en avance. La donation est un vrai sujet. Moi, je suis pas mal interrogé sur justement l'intérêt de transmettre de son vivant des actifs. Alors, on a souvent l'idée que Bitcoin c'est réservé aux geeks mâles de 35 ans. Ouais. J'ai croisé des détenteurs de Bitcoin qui avaient 75 ans, qu'on avait acheté il y a quelques années sur les conseils, les bons conseils du coup, de leur petit-fils ou fils, et qui aujourd'hui avait fait x10 sur le montant des actifs. Et du coup, c'est un sujet parce qu'ils décèdent demain, il y a une fiscalité, comment ça se passe? Ils veulent aider leurs enfants, il y a une donation éventuellement à faire. Et justement, c'est plutôt intelligent de faire une donation de son vivant plutôt que faire un exit de Bitcoin pour leur donner le cash, parce qu'en fait, la donation efface la plus-value. Donc, quelqu'un qui détient du Bitcoin et qui veut aider son enfant, qui veut acheter un bien immobilier, par exemple, ou monter une boîte, il a plutôt intérêt à lui donner le Bitcoin. Donc, faire pour cela un acte notarié. Donc, c'est un acte de donation en pleine propriété de Bitcoin. Et donc, c'est l'enfant qui reçoit le Bitcoin, qui fait l'exit. Le calcul de la plus-value se fera sur la valeur à laquelle l'actif lui a été donné, avec le prix de sortie, et donc il aura effacé une plus-value importante, parce que sans doute que le donateur, lui, avait acquis le Bitcoin à une valeur inférieure. Et s'il avait voulu faire, lui, l'exit, il aurait eu la flat tax, donc 30% de moins d'argent à donner à son enfant. Donc stratégiquement, il y a des choses à faire. Donc, là aussi, c'est intéressant de consulter son notaire pour savoir cette mécanique qui n'est pas forcément bien connue dans le cas d'une optimisation fiscale. En effet. Et puis surtout que les montants, souvent on se dit, si on se dit j'ai que 1 000 € en fait de Bitcoin, on ne sait pas ce que ça peut représenter en fait dans les prochaines années. Donc, ouais, exactement. Et puis, alors il y a un sujet qui est aussi important pour vous, et je vais l'expliquer, c'est, t'imagines, tu as 2 enfants. Tu as plein de Bitcoin, tu en as trop, tu veux les aider.
En fait, ce qu'il faut, c'est faire un acte de donation-partage. Donc tu donnes un bitcoin à chacun, chaque bitcoin vaut 100 000, donc tu es en dessous des abattements de 100 000 euros, puisque chaque enfant peut recevoir de chaque parent 100 000 euros d'abattement tous les 15 ans. C'est une franchise de taxes qui leur permet, quand l'actif qu'ils reçoit est en dessous de ce montant-là, de ne pas payer d'impôt. D'accord ? Donc ils ont juste à payer un acte qui établit le notaire de donation. Donc c'est l'acte matériel, c'est le document qui justifie de la propriété de l'actif. Donc donc on fait une donation partage. Donc c'est un acte qui dit que chacun des enfants a reçu la même chose. Donc un bitcoin chacun. Et ça c'est hyper important parce qu'avec un acte de donation partage, on n'aura plus de compte à faire, ou du moins ils n'auront plus de compte à avoir, à établir entre eux au décès du donateur. C'est-à-dire que les valeurs sont figées et on ne revient plus dessus, parce qu'ils sont partagés. Alors que si tu donnes une fois à un bitcoin, et puis 2 ans plus tard, un autre bitcoin à un, donc c'est plus une donation partage, c'est ce qu'on appelle des donations entre vifs. C'est-à-dire que tu donnes en plusieurs fois. Et ben dans cette situation-là, ça peut être catastrophique. Pourquoi ? Parce que les enfants qui ont reçu une donation doivent rapporter à la succession de leurs parents l'actif ou le bien qu'ils ont reçu ou la valeur qui leur a servi de réinvestir dans un nouveau bien. Donc tu as reçu ton bitcoin, tu le vends, tu rachètes je sais pas quoi, qui augmente, ou tu dépenses les 100 000. En fait, tu pourrais avoir un qui garde le bitcoin et qui le garde pendant 20 ans, l'autre qui sort du bitcoin et qui dépense tout l'argent en vacances, et ils devront rapporter au moment du décès, donc 20 ans plus tard, bien dans son état au moment de la donation, mais sauf pour sa valeur au moment du décès. Bitcoin qui vaudra $1 million, celui qui va le rapporter va le rapporter pour $1 million, et celui qui a fait le cash out et qui a tout dépensé, il devra rapporter pour 100 000. Et celui qui a conservé l'actif, il devra reverser la moitié à son frère. Comment créer des conflits? C'est catastrophique. Alors l'idée, c'est de vouloir faire un partage égalitaire, mais le seul moyen de faire un partage égalitaire, c'est de faire une donation de partage. Donc ça, c'est un truc hyper important à retenir dans le monde des actifs numériques, parce que justement, avec les fortes volatilités que certains actifs peuvent avoir. Alors imagine la donation où je te donne un bitcoin et l'équivalent pour 100 000 $, et pour 100 000 $ de même coin. Alors t'imagines ce que ça peut donner plus tard, quoi. Ah oui, c'est sûr que celui qui a reçu les mêmes coins ne sera pas très content. Non. Donc en fait, c'est aussi la qualité de l'actif qui est hyper importante quand on fait une donation partage, parce que là, du coup, donner un bitcoin et donner les mêmes coins, on donne pas la même chose. Tout à fait. Donc c'est important, pour justement garantir une équité entre les donataires, d'intégrer aussi ces éléments de qualité d'actif qu'on veut donner. Donc est-ce que quand tu donnes un bitcoin et je sais pas, l'équivalent en Ethereum, est-ce que c'est pareil? Un bitcoiner te dira non. Non. Mais justement, est-ce que le droit fait la différence entre les deux? Non. T'as pas de différence aujourd'hui, c'est actif numérique. Point. T'as une définition légale de ce que c'est une blockchain dans le code monétaire, mais on parle pas de Bitcoin, on parle pas d'Ethereum, on parle pas de voilà. On définit ce que c'est une blockchain. Donc il n'y a pas de différence aujourd'hui, en tout cas. Alors tu commences à avoir des différences juridiques dans des droits étrangers. Tu as les cryptocurrency qui est reconnu, qui se différence de crypto-monnaie, mais pas en droit français. Donc ça viendra peut-être aussi, hein. Mais peut-être pas, tout de suite en tout cas. Parce que typiquement, en fait, effectivement, d'un point de vue légal, peut-être Bitcoin, Memecoin, bon, pour un législateur, ça peut être un peu compliqué, mais la partie stablecoin, là, on est carrément en fait sur quelque chose de fondamentalement différent. Donc donner du Bitcoin à quelqu'un et du stablecoin, là, on est vraiment très très différent. Alors, on est complètement différents, mais alors mon avis, c'est que donc un stablecoin aujourd'hui, c'est un real war asset, c'est un RWA, puisque il est back, du moins son sous-jacent, c'est un T-bill ou du dollar ou du Bitcoin, mais c'est un actif. Donc c'est le premier, vu en plus comment ça explose en ce moment, la création de stablecoin, c'est la première réussite des RWA qu'on évoque depuis quelques années et qu'on va retrouver dans le patrimoine en effet des Français qui détiennent des crypto-monnaies et qui de la même façon, quand elles seront en self-custody, seront assez difficiles aussi difficiles que le Bitcoin qu'on évoquait tout à l'heure à gérer
en termes de transfert, et on a les mêmes risques de perte. C'est pas que le Bitcoin, hein, c'est toutes les crypto-monnaies. Mais en effet, le stablecoin, on le voit de plus en plus sur des opérations immobilières, parce que par exemple, tu as eu une opération immobilière, c'est de notaire et encadré par la banque de Lubac, Oui, qui ont tout à fait. réalisé il y a quelques jours une transaction immobilière où tu avais une partie en fiat, une partie en stablecoin et une partie en Ethereum, petite partie en Ethereum. Mais c'est vrai que le stablecoin est l'asset le plus simple à gérer en crypto-monnaie, puisque tu as la partie volatilité qui est moins importante, beaucoup moins importante, parce que c'est payé. Donc, sur des transactions d'actifs numériques qui intègrent des paiements, on va souvent voir, à mon avis, plus de stablecoin que de Bitcoin. Parce que ce qu'on a l'impression de voir, c'est que le Bitcoin devient de plus en plus une réserve de valeur. Et du coup, moins un moyen de paiement. Et que le moyen de paiement dans l'actif numérique serait un peu plus le stablecoin. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. J'ai aucune légitimité à dire que c'est bien ou pas bien. Mais c'est de ce que je commence c'est les signaux qu'on commence à voir. Effectivement, notamment dans tout ce qui est paiement cross-border, on voit que les stablecoins commencent à avoir une place intéressante et puis même à séduire pas mal d'institutions financières. Donc, ils renforcent aussi ce narratif autour des stablecoins. Tout à fait. Tout à l'heure, tu évoquais la partie formation, donc pour les notaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se met en place en fait pour aider les notaires? Parce que du coup, là, ils doivent être capables de lire un block explorer, donc aller rechercher des informations sur la blockchain, de comprendre par exemple la différence entre du Bitcoin et de l'Ethereum. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place en fait pour aider les notaires, pour les former en fait sur ces sujets? Alors, déjà, tu as de plus en plus d'articles juridiques qui paraissent sur ces sujets-là pour donner des notions juridiques. Alors, c'est un peu celles qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, qui sont nécessaires pour une compréhension technique de techniques juridiques, en fait. Hein. Donc ça, il y a pas mal d'écrits, il y a quasiment un écrit par semaine hein, aujourd'hui qui sort dans toutes les revues de droit. Et puis, tu as même des professionnels du droit qui se spécialisent. Hein, tu connais peut-être Pierre Fini, Oui. qui écrit beaucoup, qui est très fort sur ces sujets-là. Et quand justement il fait une production sur une thématique particulière des crypto-monnaies ou des actifs numériques en général, c'est assez enrichissant et assez bien vu. Donc voilà, il y a quand même un mouvement qui se crée autour du droit. Après, plus particulièrement autour des notaires, il y a pas mal de formations qui se mettent en place. Alors déjà au niveau des étudiants notaires, aujourd'hui l'INFN, donc c'est l'école pour devenir notaire. T'en as une dizaine en France. Ont commencé à intégrer dans leur formation du coup des heures sur les actifs numériques et pour que ce soit intégré justement à une vision 360 du patrimoine des Français. Et puis, donc ça c'est pour les jeunes notaires, et puis pour les moins jeunes, tu as la formation continue, et donc tu as des formations qui sont proposées par différents organismes. Je sais qu'il y a INAFON, donc un organisme de formation du notariat, et l'INFN aussi qui peut former pour les notaires exerçants qui proposent ce type de formation. Après, tu as un effort nécessaire, hein, tu sais, il faut pas, c'est pas 2 heures, c'est pas 7 heures, c'est 6 heures de formation qui suffiront pour avoir une vraie vision et une vraie compréhension déjà du sujet. On dit qu'il faut 100 heures, mais je pense qu'il en faut beaucoup plus, et pour bien comprendre, parce que derrière, c'est conseillé, parce que l'idée, c'est quand même d'apporter une valeur à l'information que va pouvoir donner le notaire au client. Donc ça c'est donc il y aura sans doute des spécialités qui vont se mettre en place. Et avec un groupe de notaires, on a notaires pratiquants en France sur ces sujets-là. On est en train d'essayer de se réunir, de se structurer. Et on est en train de créer une association qui s'appellera l'INAN, l'Institut notarial des actifs numériques. Donc on doit être petite dizaine de notaires en France qui ont déjà fait des ventes, des donations, des mandats de protection, voilà, autour des actifs numériques, et qui ont on va dire une petite expertise, parce qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose, donc personne d'entre nous
couvert tous les actes possibles, tous les champs et les situations. Et l'idée, c'était justement, en se réunissant, qu'on puisse partager des pratiques, des expériences, des productions pour les challenger, les échanger et s'améliorer sur ces pratiques-là. Et une fois qu'on a mis en place des pratiques communes, l'idée ensuite c'est de les partager avec le reste des notaires qui voudront acquérir des connaissances sur des pratiques. Parce que Manuel, quand tu l'as eu, elle t'a expliqué une donation de Bitcoin. C'est pas pareil qu'une donation d'un bien immobilier, hein, clairement. Tout à fait. Donc, il y a toute une approche nécessaire à avoir, une compréhension et puis une pratique. Aujourd'hui, tu peux pas, à mon avis, conseiller, je sais pas, de faire une donation de Bitcoin sans avoir toi-même déjà acheté un jour un Satoshi, avoir fait un transfert sur un wallet. Toi, ça fait partie des expériences nécessaires qu'un notaire devra acquérir aujourd'hui pour demain pouvoir correctement aux clients qu'est-ce qu'il devra faire pour une donation. Et puis, au-delà de ça, je pense que il faut une hauteur de vue nécessaire ou suffisante pour dire à un client vous avez 1 million de bitcoins sur une plateforme, vous n'avez pas mis un 2FA en place, vous n'avez pas sécurisé votre site phrase. Voilà, être de conseils par rapport au risque encouru et peut-être, sans faire de préconisation de marque, mais les encourager à mettre en place des systèmes de sécurité pour éviter une perte des actifs. Ça fait partie, à mon avis aussi, des conseils que doit apporter le notaire de la même façon qu'il en apporte pour des biens immobiliers, ou voire pour des placements financiers. Donc effectivement, pouvoir avoir toutes les billes pour exercer, on va dire, son devoir de conseil finalement. Exactement. Donc il y a pas mal de formations qui se mettent en place, mais voilà, on est vraiment au début, c'est les premières années, c'est vraiment la première année qu'on commence à intégrer les choses. Donc il y aura une montée en puissance assurément dans les mois et années à venir, mais voilà, ça va pas se faire en 2 minutes. C'est clair. Désolé de revenir encore en fait sur le sujet de la valeur parce qu'il y avait un point que j'avais oublié et donc qui m'est revenu que j'aimerais évoquer, c'est que lui, Alexandre de Froissart, une fois, m'a parlé d'un démembrement. Il m'a dit on peut démembrer du Bitcoin. Donc, je voulais avoir en fait le son de cloche d'un notaire sur ce sujet. Quand on démembre un actif numérique, concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une option, on va dire, vraiment intéressante, en fait, qu'un bitcoiner peut envisager, en fait, aujourd'hui pour la transmission de son bitcoin? Alors, il n'y a rien qui interdit de faire un démembrement sur un bitcoin. Donc, en fait, tu détaches l'usufruit, donc l'usage de l'actif, à la nue propriété. En gros, la propriété future. Donc, juridiquement, il n'y a rien qui l'interdit. Mais à mon sens, ça nécessite une prudence importante sur la façon de faire. Et également l'établissement d'un acte qu'on appelle convention de quasi-usufruit. Donc c'est un contrat entre l'usufruitier ou quasi-usufruitier et du propriétaire, le quasi-propriétaire, en gros qui établit les règles du jeu, qui fait quoi, qu'est-ce qu'il peut faire, comment, etc. Parce qu'en effet, avoir l'usufruit d'un bitcoin, ce serait quoi pour toi? Justement, je me pose la question parce que pour moi, je trouve que ce serait plus applicable à un actif où on fait de la DeFi, en disant, il y a quelqu'un qui en est propriétaire et l'usufruit, c'est de pouvoir peut-être le mettre dans un protocole pour générer des intérêts. Mais sur Bitcoin, comme il n'y a pas vraiment de DeFi en fait avec Bitcoin, j'avoue que je vois pas trop en fait ce que pourrait apporter le démembrement. L'usufruit, c'est le droit d'usage. Donc c'est pouvoir utiliser un actif, donc utiliser Bitcoin. Dans l'usage, en effet, aujourd'hui qu'on aurait de Bitcoin, alors, tu te retrouves pas. Pour moi, je crois qu'on commence à le voir dans la DeFi. Alors, même pas dans la DeFi, dans la finance. Parce que si tu regardes ce que fait Michael Saylor, stratégie, en fait, il utilise des actifs numériques, et en l'occurrence uniquement Bitcoin, pour générer du revenu dans le monde Web 2, on va dire. Oui. Et on pourrait imaginer, et on commence à le voir aussi arriver en France, des nouveaux produits financiers sont en train d'apparaître où ça va être une société qui va acheter que du Bitcoin et toi tu vas racheter des parts sociales de cette société, c'est une société civile généralement, et tu peux démembrer aussi cette part sociale et en fait il te procure du revenu. Le revenu c'est quoi? Il est généré par les reventes
de Bitcoin et ils font rentrer d'autres personnes qui rachètent sur une base plus haute puisque l'actif a lui augmenté. Alors, schématiquement, c'est un peu ça le montage. Donc finalement, on pourrait demain, avec la raréfaction du Bitcoin, imaginer des nouveaux produits financiers qui s'appuient sur du Bitcoin et du coup le droit de mettre en stacking, par exemple, ce Bitcoin, qui du coup produirait à son tour des revenus, ce revenu reviendrait à l'usufruitier. Donc alors peut-être qu'aujourd'hui, alors moi je suis pas du tout spécialiste de la finance décentralisée, mais sans doute qu'on peut valoriser aujourd'hui Bitcoin et celui qui détient, ou du moins celui qui valoriserait Bitcoin en lui procurant des revenus, c'est l'usufruitier qui le percevrait. Donc on peut imaginer qu'il y a un intérêt présent ou à venir à conserver l'usufruit de Bitcoin. Alors ça c'est en termes de revenus, mais c'est également en termes de pouvoir, parce que justement c'est dans ta convention de quasi-usufruit qu'on va écrire qui peut faire quoi. Et donc le fait de disposer de l'actif numérique, de Bitcoin, c'est-à-dire le vendre, par exemple, ou le transférer, et le pouvoir appartient à qui? À l'usufruitier ou au propriétaire quand tu as démembré. Ouais. Si tu renvoies la définition que je disais tout à l'heure, ton droit de propriété, c'est ta capacité à te transférer, oui. Du coup, l'usage reviendrait à l'usufruitier. Mmh. Et on le verrait en pratique, c'est sans doute l'usufruitier qui va garder l'acide en attendant qu'elle soit transférée au propriétaire à l'extinction de l'usufruit. Tout ça, tu vois, il faut qu'on l'écrive dans la convention pour être certain que ce soit correctement fait. Donc du coup, ça voudrait dire que l'usufruitier qui conserve le Bitcoin, un jour, il pourrait décider de vendre le Bitcoin. Oui. Et donc récupérer en face le cash. Et la convention de quasi-usufruit permet de sécuriser le propriétaire qui, lui, bénéficiera d'une créance de restitution, c'est-à-dire d'une somme d'argent équivalente à la valeur de l'actif aliéné. Donc, du coup, le jour où Bitcoin est vendu, en nue propriété, on donne un Bitcoin qui vaut 100, l'usufruitier a 75 ans, son usufruit vaut 30%, la nue propriété vaut donc 70%. Donc en fait, le donataire reçoit un actif équivalent à 70 de 1000 euros de valeur. L'usufruitier conserve le droit, on a fait la convention de quasi-usufruit. Le Bitcoin augmente à $1 million, l'usufruitier décide de vendre le Bitcoin. Donc, il va vendre le Bitcoin, il a gardé l'acide, techniquement il peut le faire tout seul, et la convention lui permet en fait de gérer, comme la convention de quasi-usufruit lui permet de gérer cet actif et de vendre librement. Donc il va récupérer $1 million de Bitcoin, de dollars, l'équivalent de dollars, dans son patrimoine. Et donc, du coup, le nu propriétaire bénéficie d'une créance de restitution qui correspond à la valeur de son nue propriété au moment de la vente de l'actif. Donc là, $1 million. Voilà, donc okay. Si on est toujours à une répartition de 70-30, il va toucher il a une créance de $700 000. D'accord. Mais du coup, au moment où l'usufruitier, par exemple, il décède, on va dire que l'usufruitier derrière décède, on retrouve $1 million sur son compte bancaire parce qu'il n'a pas dépensé son prix de vente du Bitcoin, et en passif de succession, $700 000, la créance de restitution du nu propriétaire. Donc, qui, comme un créancier, va récupérer avant toute la fiscalité le montant de sa créance. Donc, ça ne rentre pas dans la succession, du coup. Alors, resterait dans sa succession la différence, la valeur de l'usufruit qu'il a fait cash out et qui est aujourd'hui sur ses comptes. D'accord. Donc il rentrait dans la succession, dans l'exemple 300 000, du coup. C'est ça. Donc là, tu vois qu'il y a peut-être un intérêt, justement, à donner en nue propriété un asset qui a une espérance de revalorisation importante. Ceux qui croient en effet que Bitcoin vaudra beaucoup plus à l'avenir, il y a un effet de levier hyper important à pouvoir donner en nue propriété. Alors, sachant que tu sais, ton usufruit, il varie en fonction de ton âge. Donc, il y a un barème fiscal qui existe, qui valorise ton usufruit en fonction du changement de dizaine d'années. Donc, quelqu'un qui a moins de 51 ans, par exemple, son usufruit, c'est 60%. Donc, ton Bitcoin à 100 000, tu le donnes pour 40 000. Donc, en fait, tu en donnes 2 pour le prix d'un. C'est hyper intéressant. Et du coup, au moment du démembrement, par exemple, du coup, on se dit, on donne 60 000 euros, en fait, ou l'équivalent, la valeur de 60 000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas une taxe, en fait, dessus? Parce que c'est une donation, en fait, infinie. Si. En l'occurrence, tu as l'abattement de 100 000 qui vient limiter la fiscalité de la donation.
D'accord. Et en l'occurrence, tu n'es fiscalisé que sur la valeur que tu donnes, donc la valeur en nue propriété. Ok. Tu as moins de 51 ans, tu donnes 2 bitcoins, le bitcoin vaut 100, donc deux fois, donc tu donnes 200, mais la nue propriété c'est 40%, donc tu donnes pour 80 000 euros de bitcoin, donc tu es en dessous des 100 000 euros d'abattement, zéro de taxe. Donc c'est assez intéressant. Mais je redis, il faut être hyper prudent parce que par exemple, moi je me vois difficilement faire ce type d'acte avec un donataire mineur. Un Oui. enfant mineur, ça pose des problématiques. T'as cette partie-là, au final, si le mineur il est en même temps fiscalisé, ce qui est très très souvent le cas au domicile fiscal du parent, donc tu as des avantages qui disparaissent parce que c'est la même unité fiscale et l'administration fiscale qui ne voit souvent que son intérêt évidemment parle également d'unicité de portefeuille numérique. Donc, à partir du moment où tu es rattaché au foyer fiscal de ton parent, ton wallet est également rattaché. Donc quand tu vends pas. Donc tu es fiscalisé sur 100% de la valeur. Donc voilà, il y a des limites à avoir là-dessus. Et en plus, comme c'est tout nouveau, ça peut être très changeant, donc il faut être hyper prudent, à mon sens. Et donc c'est possible, mais il faut être prudent et rigoureux. Donc c'est mieux de le faire quand, à la majorité. Donc de se dire bah, plutôt que de vendre les bitcoins et de donner l'argent en fait à l'enfant ou de juste lui donner les bitcoins, peut-être séparer en fait cette notion en fait de propriété et d'usufruit. Alors, majorité et puis non rattaché au foyer fiscal. Oui, C'est surtout. cette notion-là qui est hyper importante. Super. Bah, en tout cas, maintenant, je comprends mieux cette notion de démembrement en fait de Bitcoin. Il y a un point que je voulais évoquer avec toi, c'est que j'ai lu, en tout cas sur ton profil, que tu faisais partie de l'ORE, donc obligation réelle environnementale. Donc, je connaissais pas du tout ce Ok. dispositif. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et puis surtout, en fait, c'est que tu amené sur un sujet qui est le fait que souvent Bitcoin, on le critique beaucoup pour le côté environnemental. Et comment tu concilies en fait, bah, on va dire cette activité-là et le fait d'être, on va dire, un peu Bitcoiner aussi. Alors, une ORE, c'est donc, comme tu l'as défini, c'est une obligation réelle environnementale. En fait, c'est un dispositif juridique qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, qui est assez nouveau et innovant, en fait, et qui permet à tout propriétaire immobilier en France de mettre en place un contrat de prise de mesure, des choses à faire ou des choses à ne pas faire pour préserver la biodiversité. Donc c'est cette notion environnementale qui m'a évidemment plu, c'est-à-dire que bah, toi individuellement, bah, à ton petit niveau, sur ce qui t'appartient, donc ta propriété, tu vas pouvoir tenter d'avoir un impact environnemental en disant par exemple que sur ton jardin, bah, tu vas interdire de faire des choses ou tu vas obliger de faire des choses pour préserver cette biodiversité, ben voilà, qui te touche et que tu as envie de voir transmettre dans le temps. C'est un contrat hyper puissant parce que donc il se conclut à deux personnes au moins, donc celui qui est propriétaire et puis celui qui va être garant de l'exécution dans le temps de ses obligations de faire ou de pas faire. C'est un contrat qui est impactant puisqu'il peut être pris pour une durée maximum de 99 ans. Ah oui. Donc en fait, c'est quand même génial de pouvoir se dire, aujourd'hui je fais quelque chose, un contrat, où par exemple, je vais interdire sur ma parcelle de terrain de faire une culture qui utilise des produits phytosanitaires qui va détruire la faune, la flore, voilà. Et donc en interdisant, bah, je préserve la biodiversité et voilà, je participe à mon tout petit niveau. Et du coup, mettre en place cette mesure et la prendre pour 99 ans et dire que dans 99 ans, quand moi je serai plus là, quand mes enfants seront plus là et quand mes petits enfants seront très vieux, bah ça aura encore un impact. Je trouve ça hyper puissant et hyper intéressant comme dispositif. Et donc du coup, moi j'ai pas mal travaillé ce sujet-là parce que ça permettait. Alors là, on voit celui qui veut exprimer sa conviction écologique sur sa propriété, mais on a également par rapport aux collectivités qui peuvent aussi imposer à quelqu'un qui veut faire des travaux de lotissement par exemple, donc supprimer des champs pour en faire des terrains à bâtir pour construire des maisons. Et souvent on voit que ce type de réalisation ont un impact sur l'environnement puisqu'il y a des destructions de zones humides, et les zones humides, je ne sais pas si tu sais, mais c'est des endroits qui permettent de stocker le carbone.
et donc de moins avoir de carbone dans l'air, et donc avoir une air plus respirable. Et donc du fait de détruire ces zones humides, rejette dans l'oxygène le carbone, et donc tu as un taux de carbone plus. Donc du coup, quand on est amené à faire des lotissements, on est parfois amené à détruire des zones humides. Donc soit on peut les reporter sur d'autres zones, donc on redensifie des zones humides, et tout ça, ça peut se régler par ce contrat d'ORE. Donc ça peut être imposé par une collectivité qui a des sensibilités environnementales, qui va s'imposer à des aménageurs pour être la contrepartie de l'autorisation qu'ils vont avoir d'aménager un terrain. Bref, ça a des implications qui sont hyper intéressantes dans les activités, on va dire, ordinaires du notaire, qui est celui qui va être le notaire d'une opération d'aménagement en lien avec la mairie, avec les promoteurs, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir du coup s'y intéresser et puis suggérer de mettre ces outils en place pour qu'on ait tous un environnement un peu plus sympa que parfois on peut avoir. C'est vrai que je connaissais pas du tout ce dispositif. C'est super intéressant. Ça ramène en fait un peu la responsabilité individuelle. Donc de se dire on peut agir en fait au niveau bah, local, mais encore plus fin que local, mais vraiment au niveau de sa maison, au niveau de son terrain, etc. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, moi, je pense que tu vois, ces petites pierres, des petites briques, tu vois, c'est des petits blocs qui permettent de faire avancer les choses. Et voilà, c'est assez simple à mettre en place. Et voilà, j'ai trouvé ça assez vertueux. Et ça renvoie un petit peu, si on veut faire un syllogisme avec Bitcoin, à la liberté en fait que Bitcoin peut te donner justement quand tu l'as compris, quand tu veux l'utiliser. Donc tu reconquiers une petite brique de souveraineté sur le pouvoir de paiement par exemple ou de décision. Et voilà, l'ORE c'est un peu pareil quoi. Tu vois, ça te permet d'avoir un impact plus long que ta vie. Et ça, je trouve ça hyper positif. Oui, ça redonne l'espoir. C'est vrai que moi, Bitcoin, je le vois aussi comme ça. Je suis assez d'accord sur le côté liberté et souveraineté en fait qu'on peut récupérer. Et puis c'est vrai que, on va dire par les temps qui courent, c'est bien de récupérer un peu de liberté, de souveraineté là où on peut, en fait, même sur les petites actions en fait du quotidien. C'est très intéressant. Euh, pour revenir à Bitcoin, il y a un sujet encore que j'avais oublié d'évoquer, puis qui m'est revenu en tête quand on parlait justement en fait de tout ce qui a un rapport avec l'écologie, c'est le minage. Donc là, on parlait des bitcoins qui peuvent rentrer dans la succession, une machine de minage. Donc on se dit là, c'est un bitcoiner en fait qui décède, il avait des antminers quelque part dans une ferme au Texas. Comment ça s'est pris en compte en fait dans la succession? Parce que c'est un outil qui continue à produire en fait du bitcoin tous les jours. Donc comment on fait? Ça doit être analysé comme une entreprise en fait. Il y a un chef d'entreprise qui vient décéder et qui avait une entreprise qui faisait telle ou telle activité et donc qui continue. Après, tout dépend comment c'est structuré. Si c'est un petit mineur, le gars qui faisait ça chez lui, et du coup c'est différent de celui qui a une vraie ferme de minage avec des salariés, une société avec des emprunts, avec tout un réseau. Ça, c'est une vraie société. Oui, ça c'est différent. Ouais. Mais celui qui a une petite activité de minage, d'autosubsistance ou du moins de auto-entrepreneur. Après, le truc, c'est que alors quand on est confronté à cette situation-là, faut essayer de faire une analyse. Est-ce que c'était une activité reconnue? Est-ce qu'il s'était structuré pour déclarer ses revenus, par exemple, ou déclarer l'existence de sa structure, ou c'était vraiment un truc off, pas connu, pas déclaré, donc c'est pas exactement la même approche. Mais n'empêche que les héritiers, eux, auront à traiter cette situation-là. Et en fait, quand tu traites une succession, tu peux pas dire, moi je prends que le bien et tout ce qui est pourri, je mets à côté. En fait, non, tu as ce qu'on appelle une unicité du patrimoine. Et donc, si le gars il avait un appartement et une micro-ferme de ménage chez lui, tu vas devoir tout gérer. Donc, parce que tu vas accepter la succession, donc l'appartement, mais aussi cet aspect à gérer. Donc, il va falloir être évidemment l'héritier de bonne foi. S'il y avait des trucs qui n'étaient pas faits, pas déclarés, il va falloir régulariser cette situation d'un point de vue administratif, d'un point de vue fiscal. Peut-être qu'il y a eu des revenus qui auraient dû être déclarés par le défunt et qui n'ont pas été, il va falloir les révéler à ce moment-là et négocier avec l'administration
un rabais sur le montant de l'amende ou des pénalités. Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là. Et là on parle du minage, mais ça existe pour d'autres situations. On a des situations où des gens avaient un patrimoine immobilier hyper important et n'ont jamais, par exemple, fait des déclarations IFI. IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc à partir d'1,3 million d'actifs, tu dois déclarer et payer une taxe. Et ben, il y en a qui le font pas. Et puis au moment du décès, ben, on a 5 millions d'actifs. Oui, ils auraient dû payer l'IFI, ils l'ont pas. Donc voilà, donc les héritiers, avec le notaire, voilà. C'est la même idée de révélation de situation. Alors, c'est plus complexe, évidemment, quand tu as les héritiers mineurs, puisque tu as l'intervention du juge des tutelles, voilà. Mais bon, le notaire est là pour accompagner les héritiers, justement, dans ces démarches pour permettre que ce soit le plus fluide possible. Mais si c'est une activité qui peut être reprise, ça a une valorisation peut-être aussi. Le matériel, forcément, a une valorisation. Et puis, dans le wallet, il y a des rémunérations, donc il y a peut-être des satoshi, voire des bitcoins à traîner, à valoriser. Bon, bref, ça impliquerait des actions également à mener de concert avec le notaire, puisque cette activité-là, elle devrait être valorisée. Donc on devra mettre en face une valeur pour que l'administration fiscale puisse appliquer ces taxes et que les héritiers payent leur fiscalité. Ça marche. On arrive presque à la fin de l'interview. Il y a un dernier point que je voulais voir avec toi. Si tu avais en tout cas une recommandation à donner à un bitcoiner aujourd'hui vis-à-vis en fait de ton activité, quelle serait-elle? Il faut que le bitcoiner aille voir son notaire pour qu'il ait une discussion sur la façon dont ça se passerait si demain il venait à disparaître. Parce que là, on a parlé de la mort, mais on a aussi aujourd'hui des situations pires peut-être que la mort, c'est l'incapacité. C'est la situation où une personne a perdu sa capacité d'agir, de disposer, parce que voilà, la santé fait qu'il ne peut plus agir, mais il est encore en vie. Et donc, quelqu'un qui détient des bitcoins et qui n'a pas dans son environnement spontanément des gens qui savent où sont ces bitcoins, comment il peut les gérer, il faut organiser en amont en fait cette situation-là. Donc en droit, il existe des choses, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. C'est des contrats qui évitent par exemple des tutelles, parce qu'imagine la mise sous tutelle d'un bitcoiner, comment ça va être compliqué pour le tuteur, comment ça va être compliqué pour le juge des tutelles de comprendre ça. Alors même si j'imagine comme les notaires, ils sont en train de se former sur ces sujets-là, mais c'est pas le même rythme. Et voilà, il peut avoir des pertes irrémédiables s'il n'y a pas des choses de mise en place. Donc le vrai sujet, à mon avis, de celui qui détient des bitcoins aujourd'hui, c'est pouvoir gérer son après-soi. Donc, alors, tu as des maximalistes que je connais qui pourraient dire après moi le déluge. Donc voilà, ils ne veulent pas le gérer, ils sont en dessous des radars, du moins ils veulent pas se préoccuper de ça. Et puis d'autres qui au contraire, sont dans des situations où ils ont des enfants, ils ont un conjoint, ils veulent préserver ce qu'ils ont fait, leur savoir, parce qu'au final, leur bitcoin aujourd'hui, c'est le temps qu'ils ont passé à comprendre ce que c'était, qu'ils peuvent vouloir transmettre à leurs descendants. Et ça a une vraie valeur, parce que, comme on dit, en fonction de la croyance ou de l'espoir qu'on a dans l'actif, ça peut changer des vies, ça peut avoir un impact positif ou parfois négatif, mais ça peut avoir un impact en tout cas sur ses descendants, et donc mieux ce sera préparé, mieux ce sera efficace pour les descendants. Celui qui, à mon avis, est le mieux placé pour les accompagner sur des décisions, sur des réflexions d'abord avant de mettre en place des choses et des décisions, c'est le notaire, parce qu'il a tout l'aspect, la connaissance juridique, même s'il ne connaît pas immédiatement l'aspect actif numérique ou Bitcoin, soit il va s'y mettre, soit il va intégrer ces éléments-là dans sa méthodologie d'analyse. Et donc, je sais pas, il y a des testaments à faire, des mandats de protection future. Enfin, il y a plein de trucs à mettre en place pour limiter les risques. Alors, effacer totalement les risques, c'est quasi impossible, hein, tu le sais, Elodie, mais en limitant fortement les risques, en ayant préparé, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses descendants. Et est-ce que le fait de donner sa seed phrase sous clé ou à un notaire, en fait, fait partie des options? Alors moi, je suis pas chaud là-dessus, pour plusieurs raisons. Des raisons de sécurité, on va dire. Et puis, des raisons réglementaires aussi. Parce que du coup, est-ce que en donnant ta seed phrase à un notaire, est-ce que le notaire qui n'est pas PSCA
a la légitimité de détenir ta seed phrase. Pas, je suis pas très sûr, quoi, tu vois. Je suis pas hyper à l'aise. Donc il y a d'autres solutions. Tu peux peut-être lui donner un bout de phrase, pas tout. Donc dans ce cas-là, il est assurément pas PSCA. Et du coup, on élimine le risque sécurité parce que avec un bout de phrase, si tu sais pas où sont les autres bouts de phrase, t'en feras rien. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire avec le notaire. Mais voilà, ça se travaille en amont. Marche. Et juste pour conclure, maintenant, on va donner un mot pour les jeunes notaires, bah, pour les moins jeunes aussi. Donc, quelle est ta bouteille à la mer, en fait, ta phrase que tu peux donner en fait aux notaires qui vont regarder l'émission? Formez-vous. Alors formez-vous parce qu'en plus, en travaillant de longues heures sur ces sujets-là, sur le sujet de Bitcoin, donc qui te renvoie à des sujets économiques, des sujets de la monnaie, des sujets sur la souveraineté, donc la liberté. Du coup, ça te permet d'avoir une approche un peu différente de l'économie, de la société, de la vie. Et je pense que ça te permet de t'affranchir de certaines choses que tu considérais peut-être comme importantes, mais finalement qui ne le sont pas, pour te renvoyer justement à des choses essentielles. Et alors chacun y trouve son chemin, hein, parce que, mais je pense que travailler ce sujet Bitcoin, c'est un travail d'émancipation qui est au bénéfice de ceux qui y travaillent, et j'encourage tout le monde à le faire, hein, les plus jeunes, les plus anciens. Il n'y a pas d'âge, et je pense que chacun y retire quelque chose de bénéfique. Je pense que c'est une bonne phrase pour conclure l'émission. C'est un sujet, Bitcoin, c'est un sujet d'émancipation. Merci beaucoup, Gwendal. Merci Elodie, À bientôt. à bientôt.